Bonsoir à tous. Bienvenue sur le webinaire de ManageEduc consacré ce soir au thème de la laïcité. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, ManageEduc est une plateforme collaborative à destination des personnels d'encadrement du premier et second degré, composée à la fois de chercheurs et de praticiens, et qui participe au développement professionnel des cadres de l'éducation. Donc n'hésitez pas à créer un compte sur ManageEduc et venir voir les contenus. Ce soir, nous accueillons Lola Petit et Pierre Kahn pour un webinaire consacré au thème de la laïcité. Je vais laisser mes invités se présenter et puis ensuite on donnera la parole à Pierre. Bonsoir, donc je suis Lola Petit, je suis chargée de la recherche et du développement d'outils pédagogiques pour l'association Enquête, avec qui j'ai réalisé ma thèse sur l'enseignement des faits religieux pour éduquer à la laïcité à l'école élémentaire, et que j'ai soutenue en décembre de l'année dernière. Bonsoir, Pierre Kahn, professeur émérite de sciences de l'éducation à l'université de Caen, philosophe et historien de l'éducation en général, et j'ai particulièrement travaillé sur les questions de laïcité. Pas que, mais particulièrement. Et donc Laurent Kaufmann, je suis principal de collège et je serai le modérateur ce soir. D'abord, Pierre va nous proposer une introduction sur un sujet donc, qui est complexe, mais très, qui s'inscrit aussi dans une perspective historique. En tant que philosophe et professeur de sciences de l'éducation, Pierre va introduire le concept et le définir afin qu'on puisse voir comment il s'illustre aussi dans nos pratiques professionnelles, que ce soit dans le premier ou dans le second degré. Pierre, c'est à vous. Merci Laurent. Alors bon, donc il s'agit de proposer un cadrage théorique sur la laïcité en peu de temps, en un quart d'heure, ce qui n'est pas chose aisée. Je vais m'y efforcer cependant et je vais proposer pour commencer une définition de la laïcité qui est une définition la plus extensive possible. Extensive, je l'emploie en deux sens, à la fois au sens logique, une définition très large, mais aussi au sens géographique, c'est-à-dire que je ne vais pas uniquement me centrer sur la laïcité française. Et puis, si j'ai le temps, à partir de cette définition, je soulèverai quelques problèmes relatifs à la façon dont se pose aujourd'hui la question de la laïcité, notamment dans le champ scolaire. Alors, partons de la définition. La définition la plus générale que j'ai trouvée, qui me semble la plus juste, c'est la suivante, c'est: la laïcité est un dispositif institutionnel et juridique mis en œuvre dans des États démocratiques pour assurer la liberté de conscience de leurs citoyens. Un dispositif institutionnel et juridique mis en œuvre dans des États démocratiques pour assurer la liberté de conscience de leurs citoyens. Et notez que j'entre dans la laïcité par le dispositif qu'elle constitue. Ça veut dire que je n'y entre pas par la question des valeurs. Alors j'essaierai peut-être au cours de la discussion, s'il y a des questions là-dessus, de m'en expliquer, mais je peux dire tout de suite que je ne considère pas la laïcité comme étant en elle-même une valeur, et je crois qu'on gagnerait considérablement à la considérer avant tout comme un cadre juridique et institutionnel, bien que ce cadre juridique et institutionnel soit lui-même au service, bien entendu, de certaines valeurs démocratiques et notamment de la liberté. Alors, pour faire bref, je dirais que pour toute forme de laïcité, on peut distinguer ce qui relève des fins poursuivies, d'une part, et des moyens mis en œuvre, d'autre part. Alors, les fins, les finalités, elles sont de deux ordres. La liberté de conscience, d'abord, qui inclut évidemment la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de croyance, et aussi de croire dans des formes qui sont propres à chacun, de bricoler ses croyances. La liberté de conscience implique que le rapport au religieux est un rapport qui est conçu par l'État comme un rapport individuel, même si, bien entendu, il peut s'exprimer sous des formes collectives. Et la deuxième finalité, c'est l'égalité des droits garantissant ces libertés, et donc l'absence de discrimination. Les libertés démocratiques étant évidemment d'égale liberté pour tous, pour chacun. Quant aux moyens mis en œuvre, ils sont eux aussi de deux ordres, et il s'agit d'une part de la séparation du civil et du religieux, c'est-à-dire une définition de la citoyenneté indépendamment de l'appartenance religieuse, et d'autre part la neutralité de l'État. Et cette articulation des fins et des moyens propres à la laïcité est parfaitement illustrée par les deux premiers articles de la loi de 1905,
qui en constituent d'ailleurs ce que le texte de loi appelle les principes de cette loi. L'article 1, finalité, la République assure la liberté de conscience et garantie le libre exercice des cultes. Ça, c'est l'énoncé de la loi, c'est le texte de la loi. Article 2, moyen en vue de cette finalité, je cite, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Alors, cette articulation fin et moyen, donc parfaitement illustrée par la loi de 1905, mais j'insiste sur le fait que cette définition générale de la laïcité n'est pas propre à la France. Elle trouve des illustrations dans la plupart des pays démocratiques, et on peut distinguer, avec la sociologue canadienne Micheline Milot, différents régimes de laïcité, ce qu'elle appelle elle-même des régimes au pluriel de laïcité, c'est-à-dire des façons différentes d'articuler ces deux finalités avec ces deux moyens. On peut dire en somme que tous les États démocratiques relèvent d'un certain régime de laïcité en ce qu'ils poursuivent les mêmes fins, la liberté de conscience, mais articulent de façon différente les moyens propres à l'atteindre. Par exemple, pour donner 2-3 exemples très rapidement, au Québec, le souci de la liberté de conscience a conduit le législateur vers l'idée de ce qu'on appelle au Québec les accommodements raisonnables, qui visent à reconnaître le droit de certains individus à faire valoir des prérogatives particulières liées à leur appartenance culturelle ou religieuse, ce qui n'entre pas évidemment dans la loi française. En Belgique, autre exemple, l'État est neutre du point de vue scolaire, non pas comme en France, en renvoyant l'éducation religieuse hors du champ de l'école, mais en reconnaissant les mêmes droits et en accordant les mêmes subventions aux écoles confessionnelles catholiques, aux écoles confessionnelles protestantes et aux écoles non confessionnelles. Toutes 3 sortes d'écoles qui sont toutes des écoles publiques. En Italie, 3e et dernier exemple, la liberté religieuse est garantie par un régime concordataire qui reconnaît officiellement 11 religions et qui leur accorde donc les mêmes droits dans l'espace public. Je pourrais citer d'autres exemples encore, je vais m'arrêter là. La combinaison, donc le combinatoire fin-moyen, diffère bien d'un pays à l'autre. En ce sens, on peut dire que la séparation à la française est particulière. Mais quelles que soient les combinaisons, elles mettent en jeu un même but, garantir la liberté de conscience et de religion, et un même type de moyens, donner une définition non religieuse de la citoyenneté, pas nécessairement séparer les églises de l'État, mais dans tous les cas, séparer la citoyenneté de l'appartenance religieuse. Et en vérité, ce qui diffère le plus d'un pays démocratique à l'autre, c'est moins ce qu'on pourrait appeler la laïcité institutionnelle, qui est au fond ce que je viens de décrire, mais plutôt ce qu'un juriste italien, Alessandro Ferrari, a appelé la laïcité narrative, c'est-à-dire la façon dont chaque nation intègre la laïcité à son identité narrative, ou si vous préférez, à son roman national. Et il y a bien de ce point de vue une forte spécificité française liée à la façon dont le principe républicain, en France, s'est historiquement construit à partir du XVIIIe siècle et pendant tout le XIXe siècle contre un cléricalisme politique fort. D'où l'intégration qui, elle, est sans doute sans équivalent ailleurs, de la laïcité à l'identité républicaine elle-même. La tendance à faire de la laïcité non seulement un élément constituant de la République, mais bien plus encore et bien plus profondément sa condition fondamentale d'existence. Intégration qui s'est illustrée au tournant des 19 et 20e siècles par le conflit entre l'instituteur et le curé, qui était largement entretenu dans l'imaginaire national par toute une littérature. On peut penser notamment, par exemple, au fameux hussard noir de la République de Péguy, et qui s'illustre encore aujourd'hui par la propension à faire de questions non spécifiquement liées à la laïcité, d'un point de vue institutionnel, des questions relevant néanmoins de son champ. Je pense notamment, ça m'en paraît un très très bon exemple, à la question de l'égalité homme-femme. La distinction que je fais entre laïcité institutionnelle et laïcité narrative me semble très éclairante. Elle me semble très éclairante pour comprendre les ressemblances et les différences entre le régime français de laïcité et d'autres façons qu'ont d'autres États démocratiques de concevoir leur rapport aux religieux. Du point de vue de la laïcité narrative, la différence est assez profonde. Mais du point de vue de la laïcité institutionnelle, en revanche, bien qu'il existe aussi des différences, elles sont moins idéologiques et culturelles que propres à des organisations juridiques différentes. Et surtout,
elles n'empêchent pas le point commun fondamental qui tient à leur finalité démocratique, autrement dit à ce qu'elles sont des façons différentes d'organiser et de garantir la liberté de conscience. Si donc, au fond, il y a une spécificité française en matière de laïcité, elle ressortit en dernière analyse au décalage fort qui existe en France, plus à mon sens que dans nul autre pays, entre laïcité institutionnelle et laïcité narrative. La première, la laïcité institutionnelle, fait des lois laïques des lois de liberté. Il faut absolument insister là-dessus. Elle affirme, comme c'est exemplairement le cas avec la loi de 1905, ce que John Rawls, le philosophe américain John Rawls, appelle le principe de la priorité de la liberté. Alors cela ne signifie pas que la liberté n'a pas de limitation légitime. Le principe de la priorité de la liberté, ce n'est pas le principe de l'inconditionnalité de la liberté. Mais cela signifie qu'il s'agit de poser la liberté comme un principe premier, de le poser en premier, et de n'envisager ces limitations possibles, notamment pour des raisons d'ordre public, que a posteriori. Il en va ainsi, par exemple, de l'article 1 de la loi de 1905 qui pose que le libre exercice des cultes ne peut être limité, je cite, que par les seules restrictions liées à des nécessités d'ordre public. La syntaxe même de la phrase est significative. Les libertés ne sont pas définies à partir ou en fonction des nécessités d'ordre public, mais c'est le contraire. Elle est affirmée d'abord et l'énoncé de ces restrictions possibles n'arrive qu'ensuite. On remarquera d'ailleurs dans le texte de la loi l'usage lui-même restrictif de l'adjectif « les seuls » pour qualifier ces restrictions. Les seules restrictions de l'ordre public. Adjectif qui a donc bien ici pour fonction, en quelque sorte, de restreindre l'étendue des restrictions possibles. La laïcité narrative, c'est le contraire d'une certaine façon, où elle peut parfois, plus exactement, conduire au résultat contraire. C'est-à-dire, au fond, elle peut conduire à inverser l'ordre des fins et des moyens, à fétichiser en quelque sorte les moyens, et notamment à fétichiser ce moyen, par ailleurs tout à fait nécessaire, qui est la neutralité de l'espace public, et d'en faire une fin en soi, au détriment alors possible de la liberté individuelle elle-même. Ça a été, me semble-t-il, exemplairement le cas avec les arrêtés municipaux qui ont voulu, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, interdire le port du burkini. Ces arrêtés municipaux ont été invalidés par les tribunaux administratifs quand les tribunaux administratifs ont été saisis. Et c'est un assez bon exemple d'un cas où la laïcité institutionnelle, c'est-à-dire forcément celle du juge. Le juge, lui, ne juge que pour des raisons ou en fonction de fonctions juridiques et d'un cadre juridique. Donc, des cas où la laïcité institutionnelle est amenée à corriger certaines situations, non pas non laïques ou anti-laïques, ça serait finalement trop simple, mais des situations qui prétendent tirer leur légitimité de la laïcité elle-même et qui, en même temps, présentent un risque réel pour les libertés individuelles. Et je conclurai finalement sur ce point, à savoir qu'on peut comprendre l'enjeu fondamental aujourd'hui d'une éducation à la laïcité dans les établissements scolaires, à partir de cette distinction et de ce décalage entre laïcité institutionnelle et laïcité narrative. Éduquer à la laïcité, au fond, fondamentalement, c'est travailler sur ce décalage entre les deux formes de laïcité et viser à le réduire, à aider les élèves à construire des représentations de la laïcité plus conformes en quelque sorte à ce qu'est la laïcité institutionnelle et aux fins démocratiques qu'elle se donne pour objet de garantir. Pour dire les choses autrement, aider à faire comprendre que la laïcité s'est construite à partir du principe de la priorité de la liberté, qu'elle n'est pas d'abord la neutralité, mais d'abord la liberté, et que la neutralité n'est qu'un moyen pour assurer la liberté. Et c'est ce travail, vous verrez un petit court vidéo tout à l'heure, et c'est à ce sujet, c'est le travail que met de façon exemplaire la chef d'établissement Sandra Meunier. Elle l'expliquera tout à l'heure dans cette courte vidéo, que je vous enjoins fortement à regarder en ayant à l'esprit les idées que je développe ici d'un point de vue théorique. Et elle en donne une expression pratique tout à fait remarquable. Cependant, le problème d'une éducation à la laïcité est un problème finalement plus profond encore, et je dirais qu'il est plus épineux. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de faire comprendre tout cela, non seulement à des élèves, ce que fait Sandra Meunier dans son établissement, voire à des parents, à qui il arrive, élèves et parents, de percevoir la laïcité à l'école d'abord comme un principe d'interdiction, plus comme un principe de liberté. Il y a bien un travail d'éducation à faire là-dessus. Mais il s'agit de le faire comprendre aussi à des acteurs sociaux qui peuvent être
eux-mêmes des acteurs institutionnels, comme les municipalités qui voulaient interdire le burkini, et qui s'érigent en défenseurs de la laïcité, des valeurs de la République. C'est pour ça que le problème est épineux. Le problème, autrement dit, il est que, comme le disait Marx dans un autre contexte, il faut commencer par éduquer les éducateurs. Et en d'autres termes, et ça sera ma phrase conclusive, hein, il n'est pas interdit de craindre que le poids politique et social de certaines représentations de la laïcité dans le storytelling, si je puis dire, laïque français actuel, que ce poids politique et social finisse par entraîner des modifications de la laïcité institutionnelle elle-même et des modifications qui seraient préjudiciables à la liberté. Et je termine en disant que cette crainte, il m'arrive de temps en temps, et même assez souvent, de la voir. Voilà, je vous remercie. Pierre, merci infiniment de cette mise en perspective historique et intellectuelle. On rentre dans la complexité, c'est une des ambitions de Manageduc, et vous l'avez dit, c'est aussi pour arriver aussi dans la pratique et dans l'usage de nos pratiques, pour comprendre un peu comment est-ce qu'on va nous faire face sur le terrain à cette complexité, accompagner les élèves et accompagner les enseignants aussi. Je trouve qu'effectivement, éduquer les éducateurs, c'est une démarche qui est extrêmement importante. Et du coup, ça fait une transition. On va aborder l'enseignement des faits religieux dans la deuxième partie. Et puis, on viendra sur la neutralité avec l'illustration de la vidéo de Sandra Meunier. Mais donc là, Lola Petit, peut-être vous représenter et puis dire comment vous êtes justement sur cette articulation de la mise en pratique d'une éducation aux faits religieux au pluriel pour la laïcité. Merci Laurent. Alors je me présente à nouveau, donc je travaille pour l'association Enquête, qui est une association qui a été créée en 2010. Et c'est une association qui développe des outils pédagogiques qui permettent aux enseignants de parler des faits religieux avec les élèves, ou aux éducateurs d'ailleurs plus largement, avec les enfants et les jeunes, de parler des faits religieux de manière laïque pour faire comprendre la laïcité, l'utilité de la laïcité et à quoi elle sert. Et donc l'association Enquête poursuit 3 grands objectifs. Un premier d'ailleurs, donc 4 objectifs. Un premier qui est la transmission de connaissances sur les religions et les convictions, athées et agnostiques. Transmission de connaissances qui est utile à une culture commune à tous les élèves. Et puis les 3 objectifs suivants sont d'abord d'apaiser, c'est-à-dire de faire en sorte que les religions et les convictions soient abordées en classe, hors des tensions et des polémiques, qui est quand même souvent l'angle sous lequel les religions sont abordées dans le débat public et dans les médias. Et faire cela en classe, ça permet déjà d'apaiser, en fait, parce que ça permet de créer un espace où les élèves parlent de ces sujets, parlent de leurs propres convictions, mais découvrent aussi les convictions d'autres personnes qui ne sont pas forcément les mêmes que les leurs. Le deuxième objectif, c'est un objectif qui consiste à permettre aux élèves de développer un rapport qu'on qualifie de réfléchi au religieux, c'est-à-dire qu'ils apprennent systématiquement à distinguer ce qui relève du savoir ou des savoirs et des croyances, sans les opposer, en comprenant que croire et savoir sont 2 champs différents de la pensée, qui parfois s'opposent, effectivement, mais pas toujours et pas par essence et pas par nature. Donc de toujours apprendre à distinguer croyances et connaissances ou savoir, et puis aussi d'apprendre qu'il y a une pluralité de convictions. Alors une pluralité de convictions, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont juives, des personnes chrétiennes, des personnes musulmanes, des personnes athées, des personnes agnostiques. Et puis toutes ces personnes ont des croyances ou des pensées différentes, mais aussi qu'au sein des religions, par exemple, que j'évoquais, il y a une diversité individuelle. Il n'y a pas une seule façon d'être juif, une seule façon d'être musulman ou une seule façon d'être athée. Et donc leur faire comprendre la pluralité des convictions, ça nous permet d'arriver au dernier objectif, mais qui est presque le premier objectif de l'enseignement des faits religieux, en tout cas tel que nous on le conçoit à Enquête, qui est en fait de faire adhérer les élèves à la laïcité. Et les faire adhérer à la laïcité en leur montrant concrètement à quoi elle sert. C'est pour ça qu'on passe par la diversité des croyances et des convictions, et en leur présentant avant tout comme ce qu'elle est, c'est-à-dire au sens juridique, là, comme le disait Pierre Kahn,
avant tout un dispositif qui garantit des libertés, la liberté de croire, de ne pas croire, la liberté quand on croit de pratiquer sa religion et de la pratiquer à sa manière. Et présenter la laïcité de cette manière va souvent, en fait, un petit peu à l'inverse des représentations des élèves qui, effectivement, parce que, notamment dans le champ scolaire, dans leur quotidien, la laïcité est d'abord synonyme d'interdiction, notamment parce que il y a la loi de 2004 qui leur interdit de porter des signes religieux ostensibles. Les élèves, rapidement, pensent que, en fait, ne pas porter des signes religieux ostensibles, ça veut dire ne pas pouvoir parler de leurs convictions. Et or, ce n'est pas le cas, ils ont tout à fait le droit de parler de leurs convictions. Et après, le rôle des enseignants, c'est de leur apprendre qu'on peut avoir des connaissances sur les religions et les convictions athées et agnostiques, et que ces connaissances, c'est le rôle des enseignants. Voilà. Je m'arrêterai là. Et donc, en enquête, elle développe des outils pédagogiques. Je ne sais pas si j'en parle tout de suite. Si, ça peut être une illustration. Donc, alors, évidemment, pour les gens qui nous regardent, vous n'hésitez pas à nous poser des questions sur les notions qui ont été abordées, soit du point de vue théorique, soit du point de vue pratique, ou sur des difficultés que vous rencontrez sur le terrain, de manière très prosaïque aussi, parce que selon qu'on est dans le premier, dans le second degré, on n'a pas forcément les mêmes réalités, et puis selon les territoires dans lesquels on exerce aussi, ces questions-là ne se posent pas de la même manière, mais il y a cette obligation quand même institutionnelle, on y reviendra avec Pierre aussi, d'éduquer le citoyen, et donc le citoyen dans toutes ses dimensions, également spirituelles, politiques, philosophiques. Donc c'est bien, oui, effectivement, Lola, si vous pouvez nous donner un peu une illustration de la manière dont vous procédez avec Enquête. Tout à fait. Et donc Enquête développe des outils à la fois à destination des éducateurs au sens large, dans le champ scolaire et dans le champ péri- et extrascolaire. Là, je vais parler simplement du champ scolaire. Enquête développe prioritairement des outils pour le premier degré et même pour le cycle 3, en considérant que les enfants du cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, sont à un âge où ils ont des capacités d'abstraction qui leur permettent de s'emparer de ces sujets, qui par ailleurs les passionnent, parce que les enfants se posent énormément de questions sur le religieux, les croyances des uns et des autres. Et donc, nous développons notamment, il y a un outil qu'on a développé pour le champ scolaire qui s'appelle l'Arbre à défis, et les outils dont je parle sont sur notre site internet et vous pourrez aller regarder. Toutes les références, de toute façon, vous retrouverez toutes les références de ce qui est évoqué ce soir sur le site de ManageEduc. Voilà, donc l'Arbre à défis, c'est un outil pour le premier degré, ou aussi encore la 6e, parce qu'il peut être utilisé en 6e. Et peut-être je pourrais préciser plus tard s'il y a des questions sur cet outil, comment il fonctionne. Mais voilà, l'idée c'est de donner aux enseignants un outil clé en main pour lui permettre de s'emparer de l'enseignement des faits religieux qui est inscrit dans les programmes, mais comme enseignement interdisciplinaire, c'est-à-dire que l'enseignant, le professeur des écoles, peut prendre en charge cet enseignement en faisant de l'histoire, du français, de l'enseignement moral et civique. Et l'outil que nous on propose, il est accompagné d'un guide pédagogique en 12 séances de 1 heure, qui permettent chacune à chaque fois et de transmettre des connaissances sur la diversité des convictions, mais aussi de développer des compétences dans les différentes matières qui sont au programme. Et le deuxième outil dont je vais parler, qui n'a pas été développé pour le champ scolaire, mais auquel des enseignants du secondaire ont recours, et même pas uniquement des enseignants, mais notamment aussi des CPE. C'est un outil qui s'appelle le livret 4 ateliers débat sur la laïcité et les faits religieux, et qui sont, comme son nom l'indique, des ateliers débat. Et juste pour que vous ayez une idée, les 4 thématiques sont savoir et croire, donc comment on apprend à travailler avec les élèves cette distinction, cette différenciation entre savoir et croire. Une séance qui s'intitule, alors le titre est un peu long, mais son titre est clair sur ce que fait la séance, qui s'intitule « Origine, nationalité et conviction », pour apprendre aux élèves concrètement qu'en France, on peut avoir des origines diverses, la nationalité française et la conviction de son choix, et que tout ça est garanti par la laïcité. Comme le disait Pierre Kahn, citoyenneté et conviction sont distinctes, précisément parce que en France, c'est le choix qu'on a fait, mais pas uniquement en France. Les 2 autres ateliers, il y en a un qui porte sur la diversité des pratiques religieuses, où il s'agit là de transmettre des connaissances sur qu'est-ce que je ne sais pas, par exemple, quand des musulmans font l'Aïd el-Kébir, qu'est-ce qu'ils célèbrent et quelle diversité de pratiques existe dans les manières de faire l'Aïd el-Kébir, ou alors qu'est-ce que signifie de porter une kippa, par exemple, pour certains juifs, mais que tous les juifs ne portent pas la kippa.
Et l'autre l'atelier, le 4e atelier, c'est celui sur la laïcité, mais on rentre par à quoi sert la laïcité concrètement. Et donc, c'est des cartes questions sous format de jeu et de discussion qui permettent, à partir de situations concrètes, que les élèves comprennent et parlent de la laïcité et comprennent à quoi elle sert concrètement. Voilà. D'accord. On a une question là, qui vient, et on reparlera aussi de l'accompagnement des adultes, parce que Pierre, vous l'avez évoqué en disant éduquer les éducateurs, et je crois que dans les outils que vous proposez, il y a aussi quelque chose autour de l'accompagnement des adultes. Mais il y a une question de Karine qui est qui pose la problématique régulière dans nos établissements autour du ramadan, la prise en compte de la pratique du ramadan, comment expliquer, comment rendre audible la laïcité institutionnelle, par rapport à cette problématique du ramadan. Pierre, est-ce que vous voulez réagir ou par rapport à cette question-là ou... Je pense que il y a des moyens de à la fois signifier aux élèves qu'ils ont le droit et de leur signifier en même temps que dans une collectivité, ce droit doit être aménagé. Par exemple, si la rupture du jeûne arrive à un moment, ça dépend quand est-ce qu'est le ramadan, mais ça peut arriver à un moment où il y a encore des cours, par exemple. Eh bien, moi j'ai connu quand j'enseignais à Saint-Denis, à l'université de Saint-Denis, j'avais des cours de 5 à 7 le soir, de 17 à 19h, et il y avait la rupture du jeûne qui arrivait dedans. J'avais des étudiants qui, à ce moment-là, prenaient un petit gâteau, un petit truc, ils le faisaient tout seuls, et je les laissais faire, je les laissais manger leur gâteau. Et ça, c'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut se faire comprendre relativement, me semble-t-il, relativement facilement. C'est une version un peu française des accommodements raisonnables à la canadienne. Sauf qu'au Canada, les accommodements raisonnables sont institutionnalisés. C'est-à-dire que au fond c'est le juge qui décide si l'accommodement est raisonnable ou non, si on peut accorder des droits particuliers à tel ou tel, etc. Là, c'est plus au niveau des établissements, à des niveaux pratiques plus quotidiens, que ces choses peuvent se faire. À ma connaissance, les établissements où ça se passe bien, c'est les établissements où il y a ce genre d'arrangement, et les établissements où ça se passe pas bien, je parle un peu sous votre contrôle ou sous votre autorité, sont des établissements où il n'y a pas ce genre de souplesse. Ben c'est ça, mais je pense qu'effectivement on est dans l'ordre de la souplesse et dans le respect du cadre, c'est-à-dire, voilà. Alors moi je vois par rapport à des élèves qui sont demi-pensionnaires et qui à un moment donné veulent faire le ramadan, évidemment il y a toute une façon assez sensible de faire un courrier administratif, mais qui explique qu'il y a la possibilité de devenir externe pendant un temps et de redevenir demi-pensionnaire pour respecter ce choix, sachant qu'en plus, et on y reviendra parce que je pense que c'est une question importante, on est aussi dans des questions de formation identitaire quand on est au collège et au lycée, et qu'on a parfois des pressions extérieures du cadre amical. On voit des élèves qui se disent tous vouloir faire le ramadan alors que parfois ils ne sont pas de culture musulmane. Ou inversement, moi j'ai été confronté à une situation d'une jeune fille qui avait décidé de porter le voile contre l'école, mais aussi contre sa famille qui était musulmane mais qui ne souhaitait pas qu'elle porte le voile. Donc on est effectivement dans la nécessité de ce que vous avez bien décrit tous les deux, c'est-à-dire un cadre théorique qui protège et qui libère, mais qui parfois qui contraint aussi parce qu'il faut respecter des règles collectives. Donc, alors on a une autre question. Comment construire une coéducation avec les familles lorsque parfois le poids de la religion rend inaudible toute discussion, voire peut faire entrer l'élève dans un véritable conflit de loyauté? Mais je pense, Lola, que vous pourriez peut-être évoquer l'expérience de Trappes à cet égard. Oui, alors... Bienvenue Pierre. Donc c'est une expérience très précise, mais là on parle du premier degré, d'une enseignante qui, dans une classe de CM2, s'est emparée de l'outil l'arbre à défi dont je vous parlais pour transmettre des connaissances sur la diversité des religions à ses élèves. Et il y a eu quelques parents d'élèves qui, après les premières séances, parce que les élèves ont raconté à leurs parents ce qui s'était dit, qui étaient surpris et donc qui ont demandé à discuter avec l'enseignante et puis avec la directrice ou le directeur, je ne me souviens plus, de l'école. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a fallu...
il a d'abord fallu écouter les parents. Il faut quand même d'abord écouter les parents et partir du principe que ils ne sont pas là pour embêter l'école, mais que s'il y a une inquiétude, c'est qu'il y a besoin de dialogue. Et en fait, déjà, la première inquiétude, la première question plutôt d'ailleurs la première confusion qu'il a fallu dissiper, c'était un des parents qui disait mais moi je ne comprends pas le pacte qu'on nous demande de passer, nous parents, avec l'école, c'est de dire à nos enfants, vous ne montrez pas et vous ne parlez pas de religion à l'école, ça doit rester à la maison, parce que la laïcité, elle implique que la religion reste à la maison. Et du coup, là, vous, enseignante, en s'emparant de cet outil, vous mettez la religion au cœur des enseignements. Comment ça se fait? Et du coup, là, il a fallu, expliquer, discuter avec ce parent pour lui dire, mais non, en fait, la laïcité, c'est pas la religion à la maison, et la laïcité scolaire non plus. Et l'enseignante, du coup, a immédiatement expliqué que l'enseignement des faits religieux était au programme. Elle a expliqué en quoi il consistait, et elle a aussi expliqué en quoi il ne consistait pas. Et ce qui est logique, c'est-à-dire l'inquiétude aussi possible des parents, et c'était pas forcément c'était pas forcément le cas, parce que ce parent d'élève ensuite a été très rassuré et a trouvé que c'était très intéressant. Mais une inquiétude possible, c'est mais est-ce que ce qu'on va apprendre sur les religions à mon enfant va être en contradiction avec la foi que moi je lui transmets à la maison? Or, ce n'est pas le cas, parce que précisément, l'enseignement des faits religieux est laïque, l'enseignant est tenu à la neutralité, et donc il va uniquement présenter des connaissances. Ces connaissances servent au développement de l'esprit critique de l'élève, qui lui-même va se faire sa propre opinion, mais rien de ce que l'enseignant, en tout cas l'enseignant ne peut pas dire des choses qui vont contre l'éducation qui est donnée aux parents, parce que précisément, la transmission d'une religion ou de la conviction athée qui se fait à la maison est légitime. Les parents peuvent transmettre légitimement une conviction à leur enfant. Après, ils passent un pacte avec l'école, qui est que l'école transmet des connaissances au service du développement de l'esprit critique et de la liberté de conscience de leur enfant. Et voilà. Mais en gros, si je résume, il faut parler avec les parents, ce qui peut sembler évident, mais qui ne l'est pas toujours, et expliquer en quoi ne consiste pas l'enseignement des faits religieux. Et il ne consiste pas à faire changer d'avis, à faire changer d'opinion, ou à valoriser ou à dévaloriser le religieux. Il consiste juste à présenter la réalité des diverses convictions qui existent et quelles sont ces croyances. Je suis tout à fait d'accord avec la présentation que vous faites, et surtout cet aspect qu'on oublie trop souvent dans l'institution, c'est d'associer les parents, de ne pas aller contre, et de parler de ces sujets, parce que c'est aussi un moyen de lever les ambiguïtés, et puis si nécessaire de rappeler effectivement le cadre d'une scolarité obligatoire et le contenu des programmes d'un point de vue institutionnel. Pierre, peut-être sur la question des programmes, vous pouvez peut-être... Pas sur la question des programmes, mais je voudrais prolonger ce que dit Lola sur un cas particulier en prenant un peu plus de recul ou de hauteur. C'est pas le terme. Non, c'est pas le terme. Mais enfin, en étant plus théoricien, avec le bon et le mauvais côté des choses quand même. C'est-à-dire que un des enjeux fondamentaux dans cette histoire-là, me semble-t-il, c'est de réintégrer la religion ou les religions ou le religieux dans la culture. Et une tendance propre peut-être aux sociétés modernes contemporaines, et qu'a très très bien analysé, à mon avis, Olivier Roy dans un de ses livres récents qui s'appelle La Sainte Ignorance, dont le sous-titre est La religion sans la culture. Une de ces tendances est une tendance donc de cette modernité religieuse, et de vivre la foi comme du pur religieux, c'est-à-dire d'exculturer en quelque sorte le religieux, de ne pas le considérer comme un objet de culture. Et je pense qu'un des obstacles avec les parents réside là. Il peut exister du côté des parents, parce qu'ils ont peut-être tendance à penser que le religieux ne fait pas partie de la culture commune, mais fait partie de croyances privées. Mais il peut, cet obstacle, exister aussi au niveau de certains enseignants qui ont tendance à penser qu'ils peuvent légitimement
étudier des textes, par exemple l'Iliade et l'Odyssée, mais la Bible, non, c'est pas possible parce que ça touche à quelque chose qui n'est plus du culturel, qui est du religieux sans la culture. Et je pense qu'un des enjeux fondamentaux, c'est de réinculturer, si je puis dire, pour employer un terme qu'emploie souvent Olivier Roy, de réinculturer la religion pour en faire un élément de transmission culturelle qui est commune à tous. Et tout le monde peut lire la Bible comme tout le monde peut lire l'Iliade et l'Odyssée, même s'il n'y a plus beaucoup de croyants dans la mythologie grecque. Voilà. C'est vrai. Alors, une remarque d'un internaute aussi, c'est peut-être ce qui peut inquiéter les familles aussi, c'est que les enfants se fassent leur propre opinion et que du coup, à un moment donné, se détachent aussi de la culture familiale. Oui, ça me semble être pour le coup une inquiétude possible, mais... Bon, c'est aussi un des objectifs de l'école. En tout cas, pour les citoyens qui, à un moment donné, s'affranchissent aussi. De l'école. Après... Qui s'affranchissent ou s'affranchissent pas. D'en faire, d'en donner une possibilité parmi d'autres de s'en éloigner. Après, peut-être que je suis optimiste, optimiste, mais je pense qu'une majorité de parents souhaitent que leurs élèves aient le plus de connaissances possibles pour exister et faire des choix dans ce monde. Donc, Moi, je partage votre optimisme. Je crois que beaucoup de familles font confiance à l'institution scolaire, en fait, et ont une énorme attente de l'école, parce que c'est ce que dit François Dubay, hein, le destin scolaire, c'est le destin social. Et ça, les familles l'ont bien intégré. Oui, alors avec une difficulté. Moi, je vois des problèmes. Moi, c'est un peu par formation, par déformation. Une des difficultés, elle est bien exprimée par un de mes collègues, professeur de sciences de l'éducation, s'appelle Jean-Yves Rochex, qui a écrit quelque part une phrase que je demande de méditer, qui est que les jeunes veulent bien qu'on leur apprenne, mais ne veulent beaucoup moins qu'on les transforme. Et je pense que ça peut être assez vrai dans bien des cas, dans bien des situations éducatives, et ça peut être aussi vrai pour les familles elles-mêmes. Je pense que s'il y a une crainte des familles, c'est ça. Bien sûr, qu'ils apprennent, bien sûr, parce qu'on a besoin, effectivement, dans la compétition scolaire, des diplômes, etc., etc. Mais il ne faut pas qu'ils transforment. Et il y a là aussi une particularité qui est peut-être assez générationnelle. Je n'ai pas le souvenir, quand j'étais, mais ça me remonte à un certain temps, quand j'étais moi-même étudiant, d'avoir cette crainte ou de voir mes parents avoir eu cette crainte. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est ce que je dis aux parents d'élèves de 6e quand je les accueille en début d'année, c'est que leurs enfants vont être transformés, et qu'ils vont changer. Et que c'est comme ça et que c'est inévitable, ne serait-ce que d'un point de vue corporel, parce que ils vont, l'âge du collège, ils sont entre 11 et 15 ans, les mutations sont vraiment très, très importantes. Et je crois que c'est aussi ça, vous parliez tout à l'heure d'accueillir les parents et de les écouter, mais c'est aussi de leur offrir ce discours qu'on accompagne un changement. Et ça, effectivement, avec ça se fait d'une manière plus ou moins brutale. L'humain n'aime pas toujours le changement. Mais alors... non, mais je voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais c'est quand même que le retour qu'on a au sujet des parents via les enseignants, notamment des parents qui transmettent une conviction alors religieuse ou athée à leurs enfants et qui constatent que leurs enfants apprennent à l'école des choses avec les enseignants sur d'autres convictions que celles qu'ils leur transmettent. En fait, ils sont contents et ils en remercient l'enseignant parce qu'ils disent « moi, je transmets une conviction à mon enfant et en fait, je n'ai pas forcément les ressources pour transmettre des connaissances sur les autres convictions et je suis ravie que mon enfant apprenne des choses sur d'autres convictions tout en continuant, moi, à lui transmettre cette conviction-là. » Et j'ajouterais juste aussi, il y a des enseignants qui, comme l'enseignement des faits religieux est inscrit au programme, mais que si on fait simple, c'est pas très clair pour tout le monde et il y a des parents qui ne savent pas encore, qui pensent que la laïcité, c'est égal la religion à la maison. Il y a des enseignants qui choisissent, quand ils commencent par exemple à utiliser le jeu l'arbre à défi, qui choisissent eux de prévenir les parents en leur disant voilà, on va faire un jeu sur l'enseignement des faits religieux qui est un enseignement au programme et ça consiste à transmettre des connaissances et pas à faire changer votre enfant de conviction. Et il y a d'autres enseignants qui disent non, moi je préviens pas les parents parce que en fait il y a un contrat passé avec l'école, ils me font confiance et j'ai pas à leur dire ce que je fais en classe, sachant que de toute façon, je suis dans les programmes et dans les clous. Oui, quand on aborde un point de géométrie, on ne prévient pas les parents qu'on aborde un point de géométrie. Voilà. Mais après, on peut aussi se dire que s'il y a de la surprise du côté des parents, c'est peut-être pas mal de les avoir informés.
en amont. Il y a une question la question du voile est souvent mise en avant par les parents d'élèves. Accepter ou non les mamans voilées à l'école pour les activités et en sortie. Alors là, on voit bien l'entrée du politique qui parfois même fait des confusions sur le cadre juridique, puisque le cadre juridique il est très clair. Donc, mais peut-être Pierre et Lola, on peut le rappeler. Le cadre juridique, c'est depuis 2004, il y a une loi. La loi stipule, elle a un seul article, la loi stipule que le port des signes religieux de façon ostensible, non pas le port de religieux ostensible, le port religieux de façon ostensible, n'est pas admis à l'école. Cette loi concerne les usagers, on va dire, de l'éducation que sont les élèves. A fortiori, elle concerne les enseignants, mais ça concerne les enseignants avant la loi, puisqu'ils étaient tenus en tant que fonctionnaires à une obligation de réserve, dans le cadre d'un État laïque, ce qui est tout à fait normal. Et cette loi ne concernait pas, évidemment, les parents d'élèves, et notamment les mères accompagnatrices. Après, cette loi date de 2004. En 2012, je crois, je pas absolument sûr des dates, mais je suis à peu près persuadé que c'est 2012, il y a eu la circulaire de Luc Châtel, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, et qui a voulu étendre cette obligation de réserve des enseignants aux mères accompagnatrices. Il y a eu un recours au Conseil d'État, et le Conseil d'État a très clairement dit, a très clairement fait la distinction entre être agent du service public et être usager. Il n'y a pas d'intermédiaire. Une mère accompagnatrice, si elle n'est pas agent du service public, elle est usagée. Si elle est usagée, elle a parfaitement la possibilité d'afficher sa conviction religieuse en accompagnant ses élèves, en mettant un voile sur la tête. Voilà. Alors, mais ça continue de faire polémique, et ça illustre tout à fait cette polémique, la crainte que j'exprimais à la fin de mon allocution introductive. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, je sais, pour avoir échangé avec certains collègues sur certains territoires, que si on allait sur une vision extensive qui serait d'abord illégale, on n'aurait pas de représentants de parents dans les conseils d'administration, parce qu'il y a parfois simplement il y a des endroits où les maires déserteraient ce champ, alors qu'on a particulièrement besoin d'eux aussi dans les instances. Je vous propose, pour aborder la dernière partie sur la neutralité, de regarder le court extrait de la vidéo de Sandra Meunier que vous avez évoqué, Pierre, tout à l'heure, qui est proviseur dans un lycée polyvalent, qui accueille 85% de jeunes filles et qui a été confrontée à la problématique justement du port d'une certaine tenue, à la méconnaissance des usagers sur le cadre de la laïcité. Donc je vous propose de regarder ce court extrait vidéo et on revient ensuite pour cette question de la neutralité. À l'école, on a le droit de manger ce qu'on veut. On a le droit d'être absent pour une fête religieuse. On a le droit, quand on est élève, de porter une tenue qui manifeste une appartenance religieuse. Mais on n'a pas le droit de porter une tenue qui manifeste ostensiblement une appartenance religieuse. Et ça a été toute la distinction, tout le travail que j'ai pu mener, c'est la distinction entre ostensiblement, où c'est interdit, et discrètement. Voilà. Et de retravailler la laïcité sous l'angle du droit, de la liberté, ça a permis d'inverser les représentations. Et j'ai expliqué aux élèves, effectivement, que nous, agents de l'État, nous étions tenus à une stricte obligation de neutralité. Voilà. Et que les élèves n'étaient pas tenus à cette stricte obligation de neutralité. Voilà. Qu'ils avaient ce droit-là, qu'ils avaient cette liberté-là, et que la limite qui était prévue par la loi était une limite, une restriction qui était protectrice, finalement. Que de la même façon que dans les médias, on parlait sans cesse de politique, à l'intérieur d'un établissement scolaire, on ne faisait pas de politique. On ne leur dirait jamais voilà, pour qui il faut voter. On peut leur expliquer les différents courants, les différents mouvements en enseignement moral et civique à un certain niveau, mais voilà, on ne leur dira jamais comment il faut voter. On ne fait pas de politique dans un établissement scolaire. Il n'y a pas de propagande politique pour les protéger. De la même façon que à la télévision, enfin, dans tous les médias, dans la société, il y a une pression
à la consommation, une pression commerciale, il faut consommer ci, il faut consommer ça, et telle marque, et telle autre marque, voilà. Dans un établissement scolaire, on les préserve de cette pression, de cette propagande finalement commerciale. Et bien de la même façon, parce que ce sont des élèves qui sont en construction, dans leur pensée, dans leur réflexion, au niveau de leur esprit critique, et ben on les préserve aussi de toute forme de prosélytisme religieux. Et c'est pour ça qu'il y a cette restriction-là par rapport aux tenues ou aux signes qui manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse. C'est pour éviter toute forme de prosélytisme. Voilà. Mais que oui, ils ont le droit de porter des signes ou des tenues qui manifestent discrètement une appartenance religieuse. Et donc le travail, ça a été de dire, bah, vous pour vous, voilà, qu'est-ce qui pourrait être discret? Et comment vous pourriez articuler vos convictions spirituelles, ce qui est important pour vous, et puis cette restriction protectrice de tout un chacun. Voilà. Et ça a été un très beau projet qu'on a mené. Ce travail-là, que moi, j'ai fait ce travail-là avec les élèves. Je prenais au moment de la pré-rentrée, notamment quelques minutes avec toutes les classes, tous les niveaux de classe. Et puis, je l'expliquais aux équipes, je l'expliquais aux élèves, je l'expliquais aux parents d'élèves. Et ça a permis aux équipes derrière de revenir sur le principe autour de projets. Voilà, tout le monde s'était réapproprié le principe et de très beaux projets. On a conçu tous ensemble une très belle fête de la laïcité chaque année, le 9 décembre. Et on l'a travaillé aussi bien dans l'établissement. C'était un temps fort, un temps fédérateur, où j'avais tous les élèves qui étaient là réunis autour de différents projets qui déclinaient voilà, ce temps fort. Et puis on l'a travaillé avec j'étais en lycée, donc on l'a travaillé au collège, et puis on l'a travaillé avec les écoles, on l'a travaillé en intergénérationnel aussi, avec des seniors. Les élèves ont pu confronter aussi la perception de la laïcité, du principe de laïcité par les seniors, et puis la confronter à leur propre représentation ou avec leur famille. Et ça a été un temps fort, en tout cas au niveau de la ville, et c'est parti d'une initiative où on s'est dit on va faire une fête de la laïcité. Donc ça a été vraiment un très beau moment, et on est parti d'une situation qui au départ était extrêmement tendue, puis par la volonté, par l'échange, par la mise en confiance des uns et des autres. Voilà, on a réussi à mener un très beau projet, et effectivement, mais c'est encore une fois tous ensemble. Alors, avant d'aller plus loin sur la neutralité et de repartir du témoignage de Sandra, et n'hésitez pas à poser des questions, y compris sur le témoignage, il y a une question qui nous est posée sur est-ce que ce n'est pas un objectif difficile à atteindre, justement, de réintroduire le religieux par rapport à l'utilisation de la religion qui est faite par certains extrémistes. Lola, Pierre, est-ce que vous voulez réagir à cette question? Bien, le fondamentalisme religieux, je préfère le terme de fondamentalisme qui est un peu plus large que le terme d'extrémisme, alors qui, effectivement, dans les pays occidentaux peut être du côté de l'islam, mais qui est aussi très largement du côté chrétien. Hein. La religion qui se développe le plus dans le monde actuellement, c'est le pentecôtisme, hein. Y compris dans les pays d'Afrique, y compris en islam, y compris à l'Extrême-Orient, sans parler effectivement de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud. Mais le fondamentalisme est très très représentatif de cette séparation dont je parlais tout à l'heure entre le religieux et le culturel. Le religieux se vit pour les fondamentalistes comme du pur religieux, indépendamment, désancré, si je puis dire, de territoires culturels où la religion existait, soit où elle s'était imposée comme culture, soit où elle s'était adaptée à la culture existante, soit aux deux. Hein, parce que, au fond, la réinculturation ou l'inculturation de la religion dans des territoires nationaux, géographiques, ça permet d'une certaine façon des syncrétismes, ça permet des hybridations. Il peut y avoir, dit Olivier Roy, traditionnellement des catholiques non pratiquants, par exemple, ou des juifs athées. Ça a un sens quand la religion est inculturée. Mais on voit mal ce que pourrait être un salafiste athée, par exemple, ou un pentecôtiste, ou un athée de culture pentecôtiste. On voit mal. Il y a donc le fondamentalisme, effectivement, est à la pointe de ce mouvement de séparation du religieux et du culturel. Et c'est un réel problème, parce que c'est un mouvement qui a tendance à s'étendre, qui a une signification sociologique, peut-être même anthropologique actuelle.
Lola? Oui, je veux bien réagir. En fait, moi, j'aimerais retourner la question. Est-ce que c'est pas précisément parce qu'il y a aussi ce problème d'intégrisme et d'extrémisme que c'est aussi le moment d'oser s'emparer de ces sujets pour montrer que le religieux, c'est pas uniquement la violence, que oui, il y a aussi un usage de la violence dans les religions, mais qui a toujours existé, qui n'est pas une fatalité, et qu'en fait, si on éduque, si on transmet des connaissances à nouveau aux enfants sur cette diversité et le fait qu'ils peuvent, et ils sont même protégés en France, développer un rapport personnel à leurs croyances et à leurs pratiques, bon, je pense que c'est quand même un bon moyen de lutter aussi contre cet intégrisme. Et à nouveau, je répète aussi, je pense qu'un des moyens de le faire, c'est aussi de ne pas parler que de ça, c'est-à-dire de montrer qu'il y a du religieux ordinaire, banal. Enfin, il y a des gens qui ont simplement leurs croyances, qui vivent, qui sont importantes pour eux, qui peuvent même être des pratiques quotidiennes et qui pourtant ne sont pas du tout en sécession avec la République. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est ce qu'on s'était dit en préparant aussi ce webinaire, c'est que c'est Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, qui dit « l'école n'est pas une citadelle assiégée ». C'est-à-dire que c'est une préoccupation, il y a des projets politiques de religieux, mais on n'est pas dans la perspective d'une citadelle assiégée. Et je crois que le témoignage de Sandra que vous avez vu, il est aussi justement comment s'emparer de cette question face à un public qui est demandeur en fait. On voit ces jeunes filles qui avaient l'impression que c'était totalement interdit dans le cadre du lycée de pouvoir porter une tenue et de pouvoir discuter. Et Sandra, avec ses équipes, a réussi à faire quelque chose d'assez remarquable et de retourner en fait la difficulté. C'est un peu à quoi on est confronté au quotidien dans nos établissements scolaires. Et là où je vous rejoins tous les deux, c'est à la fois l'analyse de la perspective historique et culturelle, et puis le fait d'oser s'emparer avec des outils pédagogiques de questions et d'outiller à la fois les adultes et les élèves. Vous vouliez réagir, Pierre, sur la vidéo de Sandra dans votre introduction? Vous aviez un peu... Non, enfin, je trouve qu'elle illustre d'un point de vue pratique ce que j'ai à un moment donné développé d'un point de vue théorique et qu'elle illustre remarquablement. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Je trouve effectivement d'autant plus remarquable ce travail-là que d'une certaine façon, elle a été obligée de ramer un petit peu, et ça ravive les craintes que j'exprimais tout à l'heure, à contre-courant, y compris de certains dispositifs légaux actuels. Je pense à la loi de 2004. Il y a eu un débat. La fallait-il, la fallait-il pas? Il y avait des gens qui étaient peu favorables à cette loi. Je faisais à l'époque partie des gens qui n'étaient pas favorables. La loi est votée, bon, et j'imagine très bien qu'il y avait de telles situations dans certains établissements qu'au fond, elle avait une fonction. Ce qui est regrettable dans cette loi, c'est que quand même, son seul article repose sur une interdiction et que le titre de la loi, c'est « Loi en application du principe de laïcité ». C'est-à-dire que pour la première fois dans le droit français, une loi qui se dit laïque pose d'abord une interdiction. Et le travail de Sandra Meunier est tout à fait remarquable parce que dans l'extrait que vous avez vu, elle commence à dire « vous avez le droit de porter pas de façon ostensible, ça vient après. Ça, c'est la limitation a posteriori. Mais le principe, la liberté, c'est que vous avez le droit. Et soit la loi aurait dû être une loi qui se présente comme une loi d'ordre public, elle aurait été à mon avis plus légitime, soit elle aurait dû être formulée autrement et dit, en principe vous avez la liberté, mais attention, il faut que, etc. Il y a eu, et donc ça oblige, y compris les établissements, les chefs d'établissement, les enseignants, etc., qui sont sensibles à ce problème, ça les oblige parfois à ramer un petit peu à contre-courant d'une certaine ambiguïté qui existe aujourd'hui, y compris au plan institutionnel et juridique. Lola? Il faudrait beaucoup de temps, bien, même plus qu'une heure, je pense, si on voulait vraiment reparler de la loi de 2004 et des débats qu'il y a eu autour. Mais enfin, ce que je trouve remarquable dans le travail de Sandra Meunier, c'est que justement, elle a su entendre les incompréhensions des élèves en question et les faire se questionner sur en quoi cette loi, elle a aussi été pensée pour vous protéger et protéger la liberté de conscience des jeunes élèves que vous êtes et qui êtes en formation.
Et enfin, je pense que c'est quand même intéressant. Alors effectivement, ce que disait Pierre, le fait que cette loi pose d'abord une interdiction plutôt que de dire vous avez le droit de, puis il y a une limitation, c'est peut-être dommage. Ceci dit, la loi, elle est votée, c'est le fruit d'un processus démocratique, et c'est le rôle des enseignants d'apprendre ça, c'est-à-dire d'apprendre aussi aux élèves qu'il y a eu des débats autour de cette loi, que la démocratie, c'est des débats, il y a des forces, il y a des gens qui ont des contradictions, des oppositions, et et bon, à un moment, le rôle d'un enseignant, même si lui n'est pas favorable à la loi, alors, c'est pas forcément de la promouvoir, mais c'est clairement pas de... Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des questionnaires posés aux chefs d'établissement après, et quand même, il y a une grande majorité des collègues qui ont eu l'impression que la loi leur permettait quand même de travailler, et notamment de ne pas rompre le dialogue avec les familles, mais au contraire d'entamer un dialogue. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, hein, on peut se retrouver confronté dans la construction identitaire d'individus qui justement testent le cadre à un endroit, non pas forcément d'ailleurs pour des convictions religieuses, mais simplement parce que c'est cette période de l'adolescence. Mais je pense que ce qui est intéressant, par exemple, comme travail à faire avec les élèves sur la question de la loi 2004, c'est justement de leur montrer, enfin pas leur montrer directement, mais de les faire travailler eux sur, d'abord faire émerger eux, qu'est-ce qui les questionne, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui leur plaît, leur déplaît dans cette loi par exemple, mais aussi de leur montrer qu'il ne s'agit pas en fait nécessairement dans cette loi d'étendre l'obligation de neutralité aux élèves. C'est une autre, enfin il y a d'autres motivations qui sont la protection de leur liberté de conscience, et aussi de leur faire comprendre que la neutralité qui est demandée pour le coup à leurs enseignants, c'est pas une neutralité injuste, c'est pas que leurs enseignants ne vont pas partager avec eux des choses qui les rendraient plus proches, c'est que justement leurs enseignants sont là pour leur transmettre des connaissances, mais pas les influencer sur leurs choix religieux, politiques, spirituels ou même moraux en réalité. Et donc c'est plutôt le signe d'une confiance en fait, c'est qu'on leur fait confiance et qu'on leur transmet des connaissances de manière la plus neutre possible, même si la neutralité absolue c'est un objectif à laquelle on tend, mais voilà. Donc je trouve mais merci Lola, on arrive au terme de ce webinaire. Je trouve que c'est intéressant aussi après la perspective historique et culturelle d'être sur une conclusion temporaire, parce qu'évidemment sur un problème aussi complexe et en une heure on ne peut pas conclure, mais de dire qu'il faut partir aussi des élèves, et de leur représentation et de leurs questions. C'est vraiment c'est quelque chose qui nous nourrit à Manageduc, hein, c'est aussi de partir du besoin des usagers. C'est peut-être là-dessus que dans l'institution scolaire on a encore besoin de progresser et d'apprendre. Donc vous pouvez retrouver le contenu de ce webinaire sur Manageduc, d'autres contenus sur d'autres questions. Manageduc est une plateforme qui est faite pour le développement professionnel des cadres. N'hésitez surtout pas à créer un compte et à venir voir les différents contenus, à nous interroger, nous poser des questions sur cet outil qui est en construction, mais qui est un outil pour vous. Voilà. Pierre et Lola, merci beaucoup de ce débat, et merci à nos auditeurs, et à très bientôt sur la plateforme Manageduc. Au revoir.